Alors on fait la base, c'est-à-dire l'os. Alors, vous savez probablement que l'os se situe... d'abord la croissance osseuse, c'est très important. Hein. Vous savez pourquoi, vous savez comment est fait un achondroplaste ou un achondroplase, un nain, qu'on voit ici d'ailleurs pour des canaux lombaires rétrécis. C'est un anisme harmonieux ou disharmonieux. Rappelez pas qu'il y a ça en pédiatrie. Donc c'est un anisme disharmonieux. Le prototype d'une anisme harmonieux, c'est la science hypophysaire. Finalement, il n'y a aucune hormone de croissance, rien. Le sujet est de petite taille, mais il y a une bonne proportion entre ses membres. Si vous regardez un achondroplaste, ses caractéristiques, c'est un tronc relativement, presque normal, et des membres extrêmement courts. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de croissance en longueur des os, mais une croissance oui. par le peripérioste, donc en largeur. Oui, mais pourquoi? Pourquoi les os des membres sont touchés Parce qu'il n'y a pas d'ossification encondrale. Exact. Voilà, c'est ça tout ça, c'est simplement pour vous dire qu'il y a deux types d'ossification. Le squelette se forme soit par ossification encondrale, c'est-à-dire qu'il fait d'abord un moule de cartilage, il préfigure la forme en faisant un moule cartilagineux, et dans ce moule cartilagineux prend naissance l'ossification par transformation du cartilage en os, l'ossification encondrale à l'intérieur d'un cartilage. Et il y a une deuxième type d'ossification, c'est l'ossification de membrane, c'est-à-dire que directement le tissu fibreux se transforme en os, sans moule cartilagineux. Okay. Alors si vous prenez l'achondroplaste, c'est un bel exemple, parce que ce qui caractérise l'achondroplaste, je ne sais pas si vous les avez vus, c'est les nains de cirque, c'est une bosse frontale, grosse bosse comme ça, donc, le front qui saille. Alors pourquoi? Parce que la base du crâne, voilà, et la base du crâne est d'ossification encondrale, donc elle va être étroite, et la voûte du crâne, parce que donc l'achondroplasie ne touche que l'ossification encondrale et pas l'ossification de membrane, et la voûte du crâne va être normale. Donc vous allez vous trouver avec un crâne très bizarre, avec un front saillant et des... Par exemple, la maladie de Camurati-Engelmann, c'est des os épais. C'est un épaississement qui est essentiellement périosté. En effet, dans la formation des os longs que je vais vous montrer, toute la croissance en longueur, c'est une ossification encondrale. En revanche, l'ossification en largeur des os longs est une ossification périostée, donc de membrane. Voilà. Alors, comment se passe l'ossification de membrane? Comment elle se fait? Vous avez une nappe de tissu fibreux, et puis les fibroblastes acquièrent des enzymes qui leur permettent de se transformer en préostéoblastes. Le principal de ces enzymes, c'est les phosphatases alcalines. Et on va le voir dans le périoste. Si on peut avoir des réactions périostées en cas de traumatisme, c'est parce que la couche profonde du périoste est formée de fibroblastes qui ont des phosphatases alcalines. Donc ils peuvent fabriquer de l'os. C'est pour ça que si vous prenez un choc, ils sont prêts à tout moment. Vous prenez un choc demain, clac, vous avez une réaction périostée, parce que la couche profonde du périoste peut fabriquer de l'os. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la physiologie, c'est un truc qui n'est pas bien compris, c'est que en fait, on est autant le produit de messages positifs que de messages inhibiteurs, négatifs. Par exemple, le périoste peut à tout moment fabriquer de l'os. Il a l'équipement, mais il a une interdiction. Et la fabrication d'une couche périostée
c'est la levée d'une inhibition. Vous voyez, c'est dans beaucoup de mécanismes physiologiques, c'est la levée d'une inhibition. Okay. Dans les tissus mous, le calcium a interdiction de se déposer. Il y a en permanence un message inhibiteur qui empêche, un mécanisme qui empêche le calcium de se déposer. Dans certaines situations, ça devient possible. Okay. Alors, si on regarde l'ossification encondrale maintenant, qui est un petit peu plus complexe. Donc, en fait, si vous prenez une ébauche d'os, je vais mettre tout ce qui est, pour l'instant, je vais mettre tout ce qui est en noir. Ça va être du cartilage et puis je mettrai l'os en rouge. Hein, en fait, quand un os, chez le fœtus, on a un os comme ça, et puis ici, on a une diaphyse. Voilà. Voilà. Puis, ce qui apparaît chez le fœtus, c'est un noyau, effectivement, d'ossification. Voilà, qui lui-même va se creuser d'une cavité assez vite. Moi, je laisse en rouge. Voilà. Qui va se creuser d'une cavité. Okay, la future cavité médulaire. Donc tout ce qui est en gris, c'est le moule cartilagineux. Tout ce qui est en rouge, c'est l'os qui apparaît dans le moule cartilagineux. Autrement dit, ce que vous voyez sur la radio. Si vous faites une radio de fœtus, vous allez voir ça. Vous ne verrez pas, bien sûr, les épiphyses, parce qu'il n'y a pas encore d'ossification épiphysaire, sauf les points du genou qui apparaissent la 36e semaine de grossesse. Okay, c'est comme ça que l'on sait qu'un fœtus arrive à maturité. Si tant est qu'on ait besoin, avant on avait besoin de ça, on faisait une radio, un contenu fœtal, et on regardait où en était. Maintenant il y a l'échographie d'ailleurs, hein. On peut en échographie. Quelqu'un a l'expérience de ça, de regarder en écho? Non, personne n'a fait de l'écho fœtal. Si. Et donc on regarde les points du genou. Voilà. Hein? Non, pas trop. Hein? Non. Le tarse aussi, le tarse dans des pathologies, ça se fait précocement. Donc c'est les points de Béclard. Alors c'est écrit B-E-C-L-A-R-D, je crois. Les points de Béclard, voilà, qui montrent qu'il y a une ossification. Ok. Alors, et puis là, bien sûr, il y a le périoste, ici, voilà, qui va assurer la croissance en largeur. Et puis, en fait, tout ceci, c'est la physe. Donc, physe ou cartilage de croissance, c'est la même chose. Je dis une banalité, pardon, mais donc ça, c'est l'épiphyse, c'est au-dessus de la physe. Ça, c'est la métaphyse. Méta, ça veut dire à côté de. C'est la métaphyse. Et puis ça, c'est la dia. Dia, ça veut dire entre en grec. C'est entre deux physes, donc c'est la diaphyse. C'est là d'où vient le nom. De la même manière, ça, c'est le la corticale, on peut l'appeler aussi oste. Donc ça, c'est le périoste. Et ça, c'est l'endoste. Alors, si je regarde maintenant, je vais faire. Ah oui, ce qu'on peut voir en fait, c'est que ici, vous avez le périoste. Et ici, vous avez le péricondre. En fait, ce qu'on va voir, c'est que ici, il y a des cellules cartilagineuses. Et elles vont. Il faut que d'un tissu du cartilage, qui est un tissu naturellement indiscipliné. Les chondrocytes, ils ont tendance à faire ce qu'ils veulent. Il faut leur dire, oh là, et non. Toi, tu vas t'aligner et faire de l'os verticalement. Boum.
Alors c'est un message très très particulier. Donc ils sont polarisés. Ils sont polarisés. Et en plus, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'aligner dans un sens précis et de croître, se multiplier dans un centre uniquement dans le grand axe de l'os. Et de plus, ils sont surveillés par le péricondre qui dit toi, tu débordes pas mon lapin. Tu restes bien, tu fais ce qu'on te dit. Hein. Il y a un chien de garde. Le chien de garde, en plus, c'est le péricondre. Ok. D'ailleurs, ces phénomènes peuvent être pris en défaut dans les exostoses, la maladie, l'exostose isolée, ou la maladie exostosante. Vous avez des mutations qu'on appelle EXT1 et EXT2, qui sont des mutations qui font que les cellules du cartilage de croissance, les chondrocytes du cartilage de croissance n'obéissent plus. En plus, il y a une mutation du péricondre qui fait que le péricondre les laisse passer. Donc, on sait que dans l'exostose, synonyme ostéochondrose, eh bien, il y a cette double, pour qu'il y ait une exostose, il faut cette double mutation, EXT1 et EXT2, et même une mutation du péricondre pour qu'il y ait une exostose. Okay. Dans la maladie exostosante, on se transmet familialement déjà une première mutation de XT1 ou T2, je ne sais pas laquelle, hein, pardonnez-moi, mais on a déjà une mutation transmise. Ça, c'est une mutation de novo dans l'ostéochondrome. Ça, c'est une mutation héritée, transmise de façon autosomique. D'accord ? Donc, ça explique que dans la maladie exostosante, on fasse encore beaucoup plus, comme on a déjà un état de pré-exostose, on fasse plus facilement des exostoses. Ok ? Donc, voilà la polarité du cartilage de croissance. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder en toute cette région, je vais la regarder en macroscope. Alors, si je regarde cette région, eh bien j'ai l'épiphyse. Voilà. Et dans l'épiphyse, j'ai donc le noyau ossifié. Voilà. Alors, l'épiphyse, et ça c'est du cartilage. Ok ? Dans l'épiphyse, il faut qu'elle grossisse aussi. Et elle va grossir aussi par ossification encondrale. Donc, en fait, j'ai ici une zone de croissance. J'ai un cartilage de croissance aussi dans l'épiphyse. Ce cartilage de croissance s'appelle l'acrophyse. L'acrophyse. Et il va gagner il va croître au point de ne laisser qu'une zone de cartilage hyalin à la périphérie, qui va donner le cartilage articulaire. Okay. Si je prends maintenant l'acrophyse, si je prends maintenant le cartilage de croissance proprement dit, eh bien, j'ai ici des petites cellules là, comme ça, voilà. Ça, c'est des chondrocytes de la couche de réserve. C'est des cellules, dont certains ont un potentiel très important, qui sont en réserve. Okay. Et puis, ces cellules-là, elles vont progressivement s'arranger, comme ça, en colonne. Voilà. Voilà. Voilà, ça s'appelle le cartilage serré. Et ces chondrocytes, ils vont progressivement grossir.
Voilà. Ils vont progressivement grossir. Et ça s'appelle la couche de cartilage hypertrophique. Et puis, à un moment, c'est un mécanisme très bizarre, ils vont s'apoptoser. Hein, les cellules vont dégénérer. Les cellules vont dégénérer et vont arriver par la métaphyse des vaisseaux qui vont apporter du calcium. Et vous aurez donc formation. Alors là, vous allez le voir radiologiquement. C'est-à-dire vous aurez formation d'un os, ok, avec des ostéoblastes. Ok. Cet os-là, cet os formé ici, grâce au vaisseau métaphysaire, il y a d'autres vaisseaux ici qui viennent, qui vont rentrer soit dans des zones particulières, soit plutôt en marge, comme ça. Cet os-là, qui est formé, c'est un os mal fait à la va-vite, qui s'appelle un os tissé. Si vous le regardez au microscope, vous allez voir ça. D'où le nom c'est-à-dire des travées de collagène, chargés en calcium, mais sans organisation. C'est ce qu'on appelle l'os primaire. Un os primaire qui n'a pas de très bonne qualité mécanique. En anglais, woven bone. Woven, ça veut dire tissé. Voilà. Regardez vos pullovers. Hand woven. Le pullover fait à la main. Voilà, tissé à la main. Ok. Et cet os va être résorbé par des cellules géantes. Voilà, et aboutir secondairement à la formation d'un os secondaire. Le mot-clé, c'est lamellaire. Donc l'os tissé, ou os qui est un os primaire, est résorbé, et à sa place, on forme de l'os lamellaire. Alors à quoi ressemble l'os lamellaire? C'est-à-dire vous allez avoir des travées, vous allez avoir des travées à cet endroit-là. Oui, c'est du spongieux. Donc vous allez avoir des travées osseuses. Vous allez avoir des travées osseuses comme ça, voilà. Mais quand vous regardez les travées osseuses, à l'intérieur même des travées, vous voyez des fibres de collagène à l'intérieur. C'est-à-dire que chaque travée est elle-même formée de lamelles. Chaque travée, à l'intérieur, c'est des lamelles à poser l'une sur l'autre. Donc d'une grande qualité mécanique. Ok? Voilà. Donc voilà comment se forme. Alors tout ça, c'est sur la surveillance du périchondre. Voilà. Puis ça va être ici encadré par le périoste. Par l'os cortical, pardon, qui est élaboré par le périoste. Okay, qui lui est un os aussi lamellaire, mais inversien. Je vais y revenir dans un instant. Ok. Voilà. Donc, ça c'est intéressant. Par exemple, on dit que la tumeur à cellules géantes est une tumeur. En fait, dans les livres, bon, je vais mieux fixer votre attention. Dans les livres, on dit la tumeur à cellules géantes, c'est une tumeur épiphysaire. Vous avez vu ça, hein? Or, c'est faux. Ce n'est jamais une tumeur purement épiphysaire. C'est une tumeur métaphysaire qui s'étend à l'épiphyse. Et quand vous dessinez son centre,
Par exemple, je vais faire une tumeur osseuse géante ici. Voilà une tumeur osseuse géante. Vous voyez qu'elle est dans l'épiphyse, elle est excentrée. C'est très important. Quand vous mettez son centre, bien le centre se situe exactement en regard du cartilage, de l'ancien cartilage de croissance. C'est des adultes, donc en général, c'est entre 20 et 40 ans, surtout. Donc en général, ils ont le cartilage de croissance fusionné. Et si vous projetez le centre, eh bien, il se projette sur le cartilage, l'ancien cartilage de croissance. Vous savez qu'on le voit, l'ancien cartilage de croissance. Je vais vous donner, ça c'est très important à voir, si vous prenez par exemple une tête fémorale. Voilà, si vous regardez bien dans les têtes fémorales, il y a une ligne comme ça. Vous avez déjà remarqué ça? Non. Si vous regardez dans les têtes fémorales, vous avez cette ligne. En fait, ça c'est d'origine épiphysaire. Et ça, c'est la métaphyse. Ok. Et ceci, cette ligne-là, c'est une corticale intraspongieuse, enfin un os, une corticale intraspongieuse, qui vient qui vient marquer la clôture, la fermeture du cartilage de croissance. Et donc vous dit où était l'épiphyse et la métaphyse. Cette ligne elle est très importante à voir. Entraînez-vous à la voir. On dit d'ailleurs, certains disent que c'est un facteur qui favorise, parce qu'elle est plus ou moins fenêtrée ou au contraire très continue. Certains ont dit que ça favorisait l'ostéonécrose de la tête fémorale. L'ostéonécrose de la tête fémorale, c'est en partie un syndrome avasculaire, d'anoxie compartimentale. Parce que comme l'épiphyse, il ne faut pas oublier qu'il y a le cartilage ici. Et donc c'est quelque chose d'une couche continue avasculaire. Donc l'épiphyse, elle est très fermée. Donc si vous avez une hyperpression dans l'épiphyse, vous aurez l'équivalent d'un syndrome de Loge. Vous savez ce que c'est que le syndrome de Loge? On ne savait pas. Le syndrome de Loge, c'est chez les sportifs, quand il y a une activité exagérée, eh bien le muscle se charge en eau. Et à l'intérieur, puis il augmente de volume. Il fait du mauvais retour veineux, enfin plein d'événements. Et la pression augmente. La pression augmente au point que ça peut donner une nécrose musculaire. Voilà. Il y a deux types de syndrome de Loge. Il y a le syndrome de Loge aigu. Par exemple, on fait une fracture, gère une fracture fermée. Et dans le compartiment antérolatéral, le plus fréquent c'est le syndrome de Loge antérolatéral, il peut y en avoir partout, mais ce sont antérolatérales de jambe. Et il y a un hématome, une contusion musculaire, et la pression augmente. Et le sujet a à la fois des douleurs très importantes, des signes de compression nerveuse éventuellement, et il se présente aux urgences, et c'est une urgence de comprendre que ce n'est pas une fracture simple, mais qu'il peut y avoir un syndrome de Loge. Et comment fait-on? On prend les pressions en urgence, et on emmène le patient tout de suite au bloc opératoire, parce que le risque d'avoir une nécrose musculaire de la loge antérolatérale. Okay, c'est pas le syndrome de Loge. Et le mécanisme et le syndrome de Loge chronique, ce sont des sportifs qui souvent qui n'ont pas l'entraînement suffisant ou qui vont au-delà de ce qu'ils font d'habitude. Et vous avez une douleur chronique qui vient à l'effort. C'est caractéristique. Vous avez une douleur de jambe qui vient à l'effort. Alors, ils ont mal, ils finissent par s'arrêter. Ils ne vont pas faire de nécrose musculaire, mais en pathologie sportive, c'est un diagnostic extrêmement fréquent. Vous l'avez au membre inférieur, vous l'avez chez les motards au membre supérieur. Oui, parce que la contraction, quand vous êtes sur une moto, vous faites 500 km, une espèce de contraction des avant-bras, vous pouvez faire un syndrome de Loge des avant-bras.
Okay. C'est caractéristique du motard. Voilà. L'ostéonécrose, c'est un syndrome, c'est l'équivalent. Au lieu d'être un compartiment musculaire, c'est un compartiment osseux. Et c'est une augmentation de la pression dans l'épiphyse. Notamment dû à quoi? À l'excès d'adipocytes dans l'alcool, dans l'alcoolisme. On a une multiplication des adipocytes et on a une espèce d'hyperpression dans la tête qui fait qu'on fait une nécrose. Et le fait d'avoir une physe, bon ça c'est pas bien établi, hein. C'est un auteur que j'avais lu il y a très longtemps qui dit ça, c'est pas une chose bien établie mais c'est intéressant d'un point de vue physiopathe. Il dit le fait d'avoir une ligne de fusion du cartilage de croissance fermée favoriserait ce syndrome compartimental. Alors, voilà pour la formation, l'ossification chondrale, c'est très important. Donc ici, j'ai à peu près tout dit. Oui, donc c'est la tumeur insurgente dériverait de ces ostéoclastes qui résorbent l'os primaire avant que celui-ci soit transformé en os secondaire. Et ce qui explique que la tumeur insurgente, s'expliquerait que la tumeur insurgente aurait son centre comme ça sur le versant métaphysaire du cartilage de croissance. Dans 10% des cas, la tumeur insurgente se voit chez le sujet de moins de 20 ans. Et dans 3% des cas, elle survient dans la puberté, au moment de la puberté ou avant, juste avant, et elle est purement métaphysaire. Quand elle survient à 11 ans, 12 ans, ce qui est l'exception, à 11 ans, 12 ans, on va plutôt penser à la même image. On va penser à un kyste anévrismal. En général, c'est deux images. L'une, 11 ans, 12 ans, surtout métaphysaire. L'autre, 25 ans, métaphyso-épiphysaire. Donc la première kyste anévrismale, la seconde tumeur insurgente. Okay, c'est un grand classique. Exceptionnellement, quand la TCG survient au moment de la puberté ou avant, eh ben, elle va être purement métaphysaire. Pourquoi? Parce que le cartilage de croissance forme une barrière, ce qui est épais à cet âge-là. Okay. Avant de quitter ceci, je vais dire un mot de, quand même c'est dommage de ne pas dire un mot de l'exostose, de ne pas en profiter pour dire un mot de l'exostose. Eh bien, quand je vais avoir une exostose finalement, une exostose va conserver certaines caractéristiques quand même du cartilage de croissance normal. Et si j'ai une exostose, une des caractéristiques de l'exostose, c'est la continuité avec la corticale et le spongieux de l'os porteur, ça vous le savez. La deuxième, c'est qu'elle a tendance à fuir l'articulation. Okay, elle est comme ça métaphysaire. Mais elle va se doubler. Bon, il y a l'os qu'on va voir sur la radio. Alors là, je vais inverser les codes, ce qui n'est pas bon d'un point de vue pédagogique. C'est en rouge l'os. C'est pas très bien, c'est pas grave. Voilà. Voilà, elle va se doubler ici d'une coiffe de cartilage de croissance. Autrement dit, ce cartilage ici de croissance va croître, l'exostose va croître à l'intérieur du cartilage de croissance. Ce cartilage de croissance va être d'autant plus épais que le patient est jeune, c'est logique. Il est, grossièrement, sa taille est proportionnelle à celle des autres cartilages de croissance. On admet que
ben, ça puisse atteindre jusqu'à 15 mm, peut-être 20 mm chez l'enfant. Plus le sujet va être avancé en âge, moins cette épaisseur est acceptable, bien entendu. Et l'exostose, c'est, bon, bien sûr, c'est une anomalie du cartilage de croissance, donc c'est une tumeur cartilagineuse, d'accord. Mais, ce dont il faut prendre conscience, c'est que c'est une tumeur cartilagineuse qui fabrique que de l'os. C'est un cartilage spécialisé qui ne fabrique que de l'os. Un cartilage de croissance, une exostose, ne peut pas fabriquer du cartilage. C'est pour ça que si on est en présence de quelque chose comme ça, voilà, comme ça, par exemple, voilà, comme ça, et puis on voit par exemple des choses qui rappellent du cartilage, là, comme ça, on voit ça. Ça, c'est pas de l'os. C'est des grains, j'y reviendrai, des grains, des anneaux, des arcs. Ça, c'est du cartilage. Donc ça, c'est un chondrocyte qui a perdu le message. Donc je sais que c'est un chondrocyte malin. Parce qu'il a oublié, c'est le gars qui part en mission, l'agent secret qui part en mission, il oublie sa mission, quoi. Il travaille, tout d'un coup, il se met à travailler pour lui, quoi. Donc si je vois la formation de cartilage, c'est que je sais que c'est à l'intérieur d'une coiffe. J'ai pas besoin de faire une IRM, hein. Je l'ai l'IRM. J'ai un marqueur sur la radio. Donc je sais que j'ai ici une coiffe, c'est à l'intérieur du cartilage, et que ce cartilage est malin. Ok. Donc l'exostose, c'est la base de ce qu'on va prendre dessus. C'est un cartilage de croissance atopique, de situation anormale, mais de physiologie normale. Il a oublié une partie du message, c'est de croître en longueur, mais il a gardé ses caractéristiques. S'il se met à fabriquer, donc la principale est de ne fabriquer que de l'os. S'il se met à fabriquer du cartilage, c'est qu'il est dégénéré. Ok, le plus souvent, l'exostose dégénère en un chondrosarcome dit périphérique, ça s'appelle le chondrosarcome périphérique. On admet, c'est-à-dire développé à la surface de l'os. On admet que la totalité des chondrosarcomes périphériques proviennent de la dégénérescence d'une exostose. Et par chance, c'est presque toujours un chondrosarcome de bas grade. Ça veut dire que si on l'enlève en totalité, sans l'ouvrir, sans même le voir, si on l'enlève en totalité sans l'ouvrir, eh bien on guérit. Quand est-ce que ça tue, ce chondrosarcome périphérique? On peut appeler aussi exostosique. Ce chondrosarcome périphérique, il tue quand on ne peut pas l'enlever en totalité. Par exemple, quand il a envahi le bassin, quand il est rentré dans le trou de conjugaison et qu'il a envahi le canal, à ce moment-là, c'est soit une chirurgie exceptionnelle, soit on arrive, enfin, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose à mettre dans les mains de vrais professionnels. Et soit on y arrive encore, soit des fois, c'est plus possible. Okay, c'est là qui tue. Okay. Donc voilà, j'ai profité de ça pour vous parler de la tumeur. Vous voyez tout ce qu'on peut tirer de ça. On peut tirer toutes les anomalies qui touchent le cartilage de croissance, les tumeurs. Voilà. Je vais finir avec l'os cortical. Donc l'os cortical, lui, si je regarde comment il est constitué, que je regarde au microscope, eh bien, je vais voir que c'est aussi un os lamellaire. Mais les lamelles, au lieu de former des travées, l'os spongieux, ça s'appelle aussi l'os qu'on vient de voir, c'est l'os spongieux, os trabéculaire. Tout ça, c'est os spongieux, os trabéculaire, c'est synonyme. Maintenant, l'os cortical, son synonyme, c'est os aversien.
Pourquoi? Parce qu'il est formé de lamelles, mais étrangement, ces lamelles obéissent à une... Vous avez bien compris que le spongieux, il a des contraintes un peu de partout, tandis que l'os cortical, lui, il est vraiment aligné au cordeau. Donc les lamelles s'enroulent sur elles-mêmes, en bulbe d'oignon, et forment des choses qui sont comme ça. Vous voyez? Voilà. C'est ça l'os aversien. Et j'en aurai à côté. Alors à côté, tiens, je vais faire un qui est incomplet parce qu'il est plus vieux et il commence à être résorbé. Vous voyez, il se marche un peu dessus, les uns les autres. En fait, tout est aligné. Bien sûr, vous avez compris que le grand axe de la diaphyse, c'est comme ça. Au centre, j'ai... Donc ça s'appelle le système de Havers. Os aversien. Havers, c'est écrit comme ça. Voilà. Et c'est un os lamellaire, mais voilà, concentrique. Ça s'appelle un ostéon. C'est l'unité élémentaire. Et au centre, j'ai quoi au centre? Un vaisseau. J'ai un vaisseau dans un canal, qui est le canal de Havers. Au centre, j'ai le canal de Havers. Et le vaisseau, il chemine dans le canal de Havers. Voilà. Par endroit, j'ai des communications horizontales qui peuvent contenir un vaisseau, mais pas forcément. Voilà, une communication entre deux systèmes. Ça s'appelle un canal de Volkmann. Si l'on... Ah oui, voilà. Le canal de Havers ne se voit pas à l'œil nu. Donc, si... Pourquoi? Parce que il va faire... vous connaissez la résolution le pixel de vos films radio? Non. Chez nous ici, c'est 135 microns. 135 microns. La mammographie, ça descend à combien? Bon, la mammographie, ça peut descendre à 80 microns. Ce qu'on sait fabriquer de mieux dans le monde, alors vous imaginez, plus vous descendez, plus le prix explose, exponentiel, c'est 60 microns. Okay. La meilleure résolution, c'est le film radiographique d'avant. On perd en numérique, on perd parce que les grains d'argent, c'est plus fin qu'un capteur. C'est normal. Mais on gagne en contraste. Donc voilà, vous avez un ordre d'idées. Donc on ne peut pas voir les canaux de Volkmann qui font 30 microns sur une radiographie. Donc si je fais une radio, je vais avoir la corticale, ça va être un truc bien compact, quoi. Voilà. Je ne vais rien voir à l'intérieur. En fait, j'ai le droit de voir... En fait, quand même, les ostéons se renouvellent sans arrêt. Et ils vont se renouveler en élargissant... Pour se renouveler, il faut des cellules. Et les cellules, elles vont venir d'où? Des vaisseaux. Donc le canal de Havers va s'élargir. Donc j'ai le droit, dans une corticale, par exemple, de voir une fente. Par exemple, j'ai le droit. Une. Puisqu'il y a un ostéon qui est en train d'être résorbé. Mais pas plus. En revanche, si j'en vois beaucoup, partout sur le squelette, si c'est l'ensemble du squelette, je vais penser à des maladies qui résorbent l'os. C'est-à-dire Paget. Non, Paget, c'est un peu à part, j'y reviendrai. Hyperthyroïdie. Hyperparathyroïdie. Très bien, donc les hormones qui résorbent l'os, ça va être la parathormone. Donc, cet aspect feuilleté des corticales est caractéristique de l'hyperparathyroïdie, c'est-à-dire que j'ai plus d'ostéons que normalement qui sont en cours de résorption. Autrement dit, j'ai un turnover osseux qui est accéléré. De la même façon, on le voit dans l'hyperthyroïdie.
peut se voir aussi dans certaines maladies malignes. À ce moment-là, c'est des cellules, pardon, ça se voit aussi dans des ostéoporoses. Il y a certaines ostéoporoses très résorptives sur le sujet alité. Par exemple, si vous mettez un cosmonaute, vous lui faites pas faire de gymnastique, il va voir ça. Ça se voit aussi dans des envahissements tumoraux des canaux de Havers. Par exemple, dans la leucémie aiguë. Dans la leucémie aiguë, on peut avoir cet aspect plus ou moins diffus. Et puis, ça peut se voir de façon localisée autour de n'importe quel phénomène très actif. Mais localisé, cette fois-ci. OK ? Voilà.